puisque nous savons la difficulté du département. Il y a beaucoup d'actions sociales qui sont menées. C'est vrai que nous avons des différences parce que nous sommes de la minorité, mais quand il faut faire pour les Guadeloupéens, nous nous mettons en avant pour le faire. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ces plénières, tout d'abord à la région et puis au département aujourd'hui. Il est 18h06 sur RCI, nous sommes à présent en direct avec le préfet de la Guadeloupe, Philippe Gustin. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être en direct avec nous en studio. Merci de m'avoir invité. Vous arrivez au poste de préfet en pleine crise des sargasses. Vous allez à Marie-Galante demain. Souhaitez-vous évaluer l'ampleur du problème par vous-même ? Bien sûr. Moi, j'ai été nommé en Conseil des ministres le 9 mai dernier. La crise des sargasses avait déjà commencé et naturellement, un préfet qui est nommé essaie de prendre tous les renseignements possibles. Et donc, j'ai lu énormément. J'ai un dossier sargasse qui est sans doute le plus épais de tous les dossiers actuels, avec peut-être le dossier de l'eau. Mais moi, je suis comme saint Thomas. J'aime bien voir, me rendre compte moi-même, évaluer, et puis échanger aussi avec les élus qui sont sur place et qui se démènent avec l'État, naturellement, pour résoudre ce problème. La position de l'État peut encore évoluer sur ce dossier. Vous le disiez, le dossier est déjà bien épais, bien rempli. Oui, parce que je pense qu'il faut s'attendre à ce que ce phénomène des sargasses, qui a toujours existé, mais qui s'est développé surtout depuis les années 2011, avec des hauts et des bas, devienne aussi un élément récurrent au même titre que les saisons cycloniques. C'est-à-dire, moi, ce que je note, c'est que on a eu des années avec beaucoup de sargasses, des années où il y en avait moins. Il y a peut-être une démobilisation, et donc, qui dit démobilisation, un défaut d'anticipation. Et aujourd'hui, on cherche le meilleur outil pour s'en débarrasser. On se pose encore des questions sur l'origine, quelles sont les causes. Voilà, ce sont des éléments qui nécessitent là aujourd'hui un investissement à plus long terme. Alors je sais qu'aujourd'hui ce qui préoccupe la population c'est l'actualité, mais il faut essayer de se projeter. C'est aussi le rôle de l'État et d'un préfet, c'est d'anticiper les choses pour que très vite on trouve les causes et qu'on arrive à agir. Et puis qu'on essaye aussi de valoriser aussi ces sargasses. J'essaie d'avoir aussi une approche positive. On sait bien valoriser des déchets dans des centrales de cogénération. On saurait sans doute techniquement valoriser ces sargasses. Ça supposerait simplement aussi des investissements et paradoxalement d'avoir une ressource qui soit plus régulière. Donc vous voyez, il y a des pistes au-delà de l'immédiateté qui me préoccupent sur ce sujet. Et bon, pour l'immédiateté, vous parliez d'outils, de solutions. On a les solutions qui émanent du privé depuis quelques années, qui étaient un petit peu mises en sommeil justement parce qu'il n'y avait pas de sargasses. C'était un petit peu la difficulté, ça vient du secteur privé, donc les initiatives ont des raisonnements différents aussi. Est-ce que l'État réfléchit à la mise en place d'autres moyens qui seraient directement gérés par l'administration ? Alors, c'est ce que je vous disais à l'instant, c'est comment est-ce qu'on peut définir de la même manière qu'on a là, d'ailleurs c'est l'actualité, une saison cyclonique qui va démarrer. On sait anticiper, j'avais des réunions aussi avec mes équipes sur ce sujet ces derniers jours, on sait positionner l'ensemble des outils parce qu'on les a bien identifiés depuis le temps et on sait améliorer dans notre jargon la résilience, c'est-à-dire la résistance des territoires et organiser l'ensemble de la chaîne. Sur les sargasses, du fait de ces hauts et de ces bas au cours des dernières années, et puis peut-être de la difficulté à accepter l'idée des réchauffements climatiques, des bouleversements climatiques, on n'a pas anticipé aussi bien. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs outils, mais soyons prudents aussi, Il y a plusieurs outils parce qu'il y a plusieurs situations aussi. C'est pas la même chose de dégager des sargasses qui arrivent sur une plage que de dégager des sargasses dans des endroits très enclavés où on a des difficultés d'accès. Est-ce que vous pensez... il faut vraiment, et c'est pour ça que je vais à Marie-Galante aussi demain, se rendre compte aussi de la diversité de la situation et de la topologie et de la géographie du territoire. Adapter la solution au problème. Est-ce que vous pensez que les politiques locaux demandent trop vite des aides au gouvernement ? C'est un peu ce que disait il y a quelques jours Guy Losbar, le président du GUSR et vice-président de région. Oui, moi j'ai beaucoup apprécié sa déclaration parce que d'abord, on résoudra ce problème, comme d'ailleurs tous les problèmes de la Guadeloupe, que si on tire tous dans le même sens. L'État, les élus, la société civile, parce qu'il y a aussi, on l'oublie peut-être,
des bénévoles qui sont impliqués aussi sur ce sujet. Donc, plutôt que d'être dans de vaines polémiques et de demander à l'un ou à l'autre de faire ceci et cela, eh bien, on se retrousse les manches et puis on y va. On a parlé de gestion calamiteuse dans le dossier de l'eau, vous en parliez tout à l'heure, parmi les gros dossiers de la Guadeloupe, il y a les sargasses, il y a l'eau. Et cette gestion calamiteuse dénoncée par de nombreux acteurs aujourd'hui, est-ce que ça fait un petit peu peur à l'État de donner trop aux collectivités après cette catastrophe du réseau d'eau potable en Guadeloupe ? Écoutez, je pense que le sujet, il est ailleurs. Comment peut-on concevoir en 2018, au XXIe siècle, dans un pays civilisé comme la France, que des gens soient privés d'eau plusieurs heures, plusieurs jours par semaine. C'est ce simple constat, moi, que je vois. Et à partir de là, la responsabilité, là, commune, que ce soit de l'État, que ce soit des collectivités, que ce soit des syndicats gestionnaires des eaux, c'est de se poser les vraies questions pour sortir de cette crise. Et moi, ce que je vois, en tout cas, ce que je lis, mais ce que j'entends aussi, parce que ça fait maintenant 3 jours que je suis ici, j'ai déjà rencontré beaucoup d'élus, c'est qu'il y a des raisons, en tout cas, de penser qu'on peut trouver des solutions. Il y a des choses simples que je peux vous dire en 2 secondes. La première, c'est qu'on n'a pas de problème de ressources d'eau. Il y a suffisamment d'eau ici en Guadeloupe, contrairement à Saint-Martin, dont je continue aussi encore à m'occuper, puisqu'à Saint-Martin, il n'y a pas une seule ressource d'eau. On est obligé de désaliniser toute l'eau qu'on utilise. Donc ça, premier postulat, il y a de l'eau. Il y en a assez. Par contre, deuxième constat, 40% de cette eau est perdue. Donc c'est un gâchis qu'il faut vraiment résorber, parce que derrière, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez 35% des gens qui ne payent pas leurs factures et 15% des gens qui n'ont pas d'eau de manière plus régulière. Donc, le fait de ne pas avoir d'eau est un prétexte pour ne pas payer. Or, le modèle économique de l'eau, quel que soit le territoire, en Guadeloupe ou ailleurs, c'est que vous avez un produit qui a une valeur et qui est payé. Et que vous équilibrez aussi vos investissements. Et donc, dernier point, c'est que concrètement, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question d'organisation. C'est une question de gouvernance. Et il faut donc planifier aujourd'hui, avec l'ensemble des acteurs qui sont responsables, un plan quasiment Marshall d'urgence pour très vite résorber les fuites, pour permettre aux gens d'avoir accès à l'eau, diminuer les tours d'eau, et faire en sorte derrière que les gens payent pour pouvoir faire les investissements lourds qu'il faut dans l'alimentation, mais aussi dans tout ce qui est traitement des eaux, pour avoir un réseau d'eau digne d'un territoire comme la Guadeloupe. Mais est-ce que l'ombre de ce gâchis plane sur le dossier Sargasses, ou est-ce que la confiance est encore là ? C'est la question que vous allez me poser sur tous les dossiers. Moi, j'arrive. Donc, je constate, je ne fais aucun procès d'intention. Je martèle, par contre, depuis dimanche soir, toujours le même discours, c'est que sur tous les sujets, on peut y arriver. Pas impossible. C'est pas parce que ça fait des années et des années qu'il y a des difficultés qu'on ne peut pas, avec des arguments comme ça, on serait tous encore tout nus dans des cavernes en train de casser des cailloux. Donc, on doit, si on s'y met tous, arriver à trouver des solutions. Et moi, je serai jugé naturellement aussi sur des résultats. Et je souhaite que ces résultats ils puissent arriver très vite. Le président de région, Richalus, a souligné l'état d'avancement de certains dossiers avec votre prédécesseur Éric Maire, en demandant que l'État puisse, je cite, « prendre sa part et nous considérer comme toute région de France ». N'est-ce pas déjà le cas ? C'est le cas, oui. Je crois peut-être que, naturellement, il y a des exigences qui peuvent être supérieures parce que ces territoires d'outre-mer, ils ont des spécificités particulières, avec d'ailleurs un vrai débat qui va trouver sa fin avec les assises des Outre-mer et avec le livre bleu qui en sortira, c'est-à-dire prendre en compte ces spécificités dans la vie quotidienne. Et puis s'agissant des élus ou des institutions, comme le conseil régional ou le conseil départemental, se poser les vraies questions de leurs compétences sur un territoire qui est quand même plus spécifique, et de se dire pourquoi est-ce qu'on ne peut pas adapter le droit. C'est ce que demandent les élus, et moi je les soutiendrai dans cette démarche pour tenir compte des réalités. Je peux vous donner un petit exemple.
Allez-y. Qui dépasse, qui ne concerne pas les collectivités. Mais vous voyez, ce matin, avec mes collaborateurs, on travaillait justement sur la saison cyclonique. Et puis certains m'expliquent dans des services, ben oui, mais on va avoir les changements habituels, les nouveaux, ceux qui savent et qui ont été confrontés, surtout l'année dernière au cyclone, vont partir. Il va y avoir un renouvellement parce que c'est les mutations et les nouveaux vont arriver en septembre, en plein milieu de la saison cyclonique. Je leur dis, ben c'est une bêtise. Parce que c'est l'habitude en métropole d'avoir les mutations au mois de septembre, parce que c'est aussi les rentrées scolaires, etc. et tout, ben on colle une pratique sur des territoires où on sait très bien que c'est la saison cyclonique et c'est le moment le plus sensible où il vaut mieux avoir des gens qui ont déjà vécu des cyclones et qui n'arrivent pas et qui, le lendemain, se retrouvent confrontés à une crise de ce type-là. Donc, ça peut changer vite, ça peut, oui, ça peut moi être mis j'avais, en place. dans le rapport que j'avais rédigé après Irma pour la reconstruction de Saint-Martin et de Saint-Barth, et j'étais pas le seul, je suis pas le premier, mais j'espère que je vais être entendu à dire attention, ne nommez pas, ne mutez pas les gens comme ça au moment des crises cycloniques dont on sait très bien qu'elles arrivent toujours à la même époque. Voilà. Vous étiez, jusqu'à maintenant, vous le disiez, préfet délégué à la reconstruction à Saint-Martin. Vous allez aussi devoir continuer ce travail-là, avec tous les dossiers que nous allons d'ailleurs encore évoquer dans quelques instants concernant la Guadeloupe. Est-ce que ce n'est pas trop pour un seul homme ? On jugera sur les résultats. Non, moi je n'aime pas les choses faciles et je pense surtout que c'est difficile peut-être à comprendre, mais il y a une cohérence. Il y a une cohérence parce que ce dossier de la reconstruction de Saint-Martin, il a évolué au cours des derniers mois. Ça fait 9 mois que je suis délégué interministériel. J'ai eu un énorme travail à faire à l'échelon parisien parce qu'il fallait convaincre, expliquer et puis trouver des évolutions, que ce soit des évolutions législatives, réglementaires, parce que tout y est passé, sur le chômage partiel, sur les moratoires, mais aussi quelques moyens financiers. Donc tout ça, c'était un travail qui se faisait à Paris avec la petite équipe que j'avais. Aujourd'hui, tout a été bouclé le 12 mars dernier avec un comité interministériel. La pièce de théâtre est là, les acteurs sont là, il faut mettre tout ça en musique. Et il faut se mettre là aussi au travail, retourner, retrousser les manches. Mais le travail, l'enjeu, il est maintenant en local. Et donc, il n'est pas complètement incohérent que le préfet de la Guadeloupe, qui continue à être le représentant de l'État à Saint-Martin et Saint-Barth, avec un préfet ou une préfète déléguée, puisse continuer le travail qui a été engagé. Moi, en tout cas, je suis très heureux, parce que ça va me permettre d'assurer une continuité, le service après-vente de ce que vous avez fait, ça oblige, c'est des responsabilités supérieures. Et puis, si ça marche pas, on pourra toujours m'accuser. Et donc, je répondrai coupable. Et concernant la Guadeloupe, on a parlé des sargasses, de l'eau. On imagine que c'est en haut de votre feuille de route. Quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a le CHU, pour ça que j'y étais hier. Il y a la chlordécone. Il y a aussi des tas de projets d'investissement sur lesquels il faudra aussi se pencher avec les collectivités territoriales. Il y a le développement économique, parce que l'État a aussi sa part à jouer dans ces éléments-là. Les chantiers sont très très nombreux. Donc, vous vous inscrivez dans la continuité de ce qui a été fait par votre prédécesseur ? Bien sûr, parce que c'est pas seulement... j'ai travaillé aussi avec Éric Maire, vous le savez bien. Donc je suis dans une logique aussi préfectorale. Ça fait 218 ans que ça dure. On est toujours dans cette continuité de l'État, avec chacun sa personnalité, sa manière d'aborder les choses, bien sûr. Et puis de définir aussi des priorités en fonction aussi des tropismes que vous avez. Mais sur un territoire comme la Guadeloupe, il serait vraiment dommageable de rompre, en tout cas, des dynamiques qui ont été engagées. Par exemple, sur l'eau, il y a eu une vraie dynamique qui a été engagée et par mon prédécesseur et par le gouvernement actuel. Je rappelle quand même que c'est une impulsion qui a été donnée par Sébastien Lecornu, qui se trouve avoir été mon président, puisque j'ai été son directeur de cabinet et son directeur général des services. Donc vous voyez, j'ai une double obligation. Eh bien, merci à vous, Philippe Gustin, préfet de la Guadeloupe, d'avoir été en direct avec nous dans ce journal. C'est moi qui vous remercie et à très bientôt.
À très bientôt. On évoquait ensemble il y a quelques instants les sargasses. Je vous propose d'entendre ce témoignage puisqu'il y a eu des cours stoppés dans plusieurs établissements scolaires à cause des sargasses. Le LGT des droits de l'homme, le collège Félix Éboué de Petitbourg, le collège Eugène Issab de Sainte-Anne aussi, où les enseignants ont fait valoir leur droit de retrait. Solène Le Dévédec, responsable SNES FSU du collège Eugène Issab, a été jointe par David Camachi. On a eu beaucoup de malaise de la part d'élèves avec des passages à l'infirmerie qui ont très fortement augmenté et aussi beaucoup de collègues, certains qui étaient déjà un peu fragiles et d'autres qui n'avaient jusqu'ici ressenti aucune pathologie, qui ont été très fortement impactés. Nous avons été contraints de faire valoir leur droit de retrait pour ces deux collègues-là, dont une qui a été donc reconnue en accident de travail suite à ces émanations. Il faut savoir qu'à ce jour, on souffre d'un manque de transparence réelle. Nous n'avons aucune assurance que l'air respiré au sein du collège est un air qui est sain. C'est-à-dire qu'aucun relevé n'est effectué malgré les engagements du recteur lorsqu'il est venu dans notre collège. Alors les parents sont très inquiets, beaucoup font de très nombreux retours. Il y a eu un comité d'hygiène et santé qui s'est déroulé hier après-midi au sein du collège, en l'absence de l'ARS mais en présence de nos instances. La mairie qui est très engagée